C'est une étude donc, qui a duré 2 ans pour un peu voir ce qui se passait depuis le retour du castor. Donc le castor est arrivé fin des années 90 et chez nous, en Wallonie, le rôle qu'il joue pour la biodiversité est souvent assez controversé. Donc, on voit ça parfois de manière très positive, parfois très négative. Et donc, il était temps de mettre en place une étude pour essayer d'objectiver un maximum les choses et ce débat. Donc, cette étude s'est basée sur 2 volets. Donc, il y a un volet assez classique chez nous, un volet biologique. On a étudié différents groupes d'espèces et l'évolution des habitats, mais également un volet sociologique qu'on a pu mettre en place avec l'aide de l'ULG et Dorothée Deneyer. Donc, une enquête de perception auprès des gestionnaires. Et donc, on a essayé de faire le lien dans cette étude entre ces 2 volets. Alors, pour bien resituer l'espèce, le castor a donc été réintroduit de manière tout à fait illégale dans fin des années 90, de manière assez intense, je vais dire, puisqu'il y a quand même une centaine d'individus qui ont été relâchés en Wallonie en 8 endroits différents. Quand même, il faut savoir que le castor revenait spontanément. Donc, on avait la petite flèche là, c'est les premières présences de castors qui, au même moment, étaient en train de regagner. Alors, on n'aurait certainement pas une population aussi dynamique que ce qu'on a maintenant suite à la réintroduction, mais de toute façon, du castor, on en aurait eu tôt ou tard. Alors, voilà la situation actuelle. Donc, vous voyez que le castor est très dynamique chez nous, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Europe, mais chez nous, il est très dynamique. Et vous voyez donc que tous les bassins versants sont en train d'être colonisés. On a encore donc toute une zone où il est relativement absent du côté du Hainaut principalement, mais tout doucement, il fait son petit bonhomme de chemin et il arrive. On est à plus ou moins 4500 individus actuellement et les résultats des contrats de rivière qui suivent l'espèce nous montrent que la progression continue. Alors ici, en vert, vous avez les réserves qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude. Donc l'étude s'est vraiment focalisée sur les réserves et sur des questions de biodiversité. Donc on ne va pas forcément beaucoup parler de services écosystémiques, etc. C'est vraiment sur des aspects biodiversité qu'on travaille ici. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une enquête sociologique qui a été faite sur ces 37 réserves auprès des gestionnaires et des inventaires biologiques. Et donc, ma présentation, je vais essayer de la mettre en lien à chaque fois. Donc, je vous présenterai les 4 principales grandes perceptions qui sont ressorties de l'enquête sociologique et j'essayerai de les étayer grâce à les résultats de l'étude. Première perception. Alors, quand le castor vient sur une réserve, il fait partie intégrante de la gestion. Donc, une fois qu'il est là, il change vraiment la donne. Donc, ça ne sert à rien de se dire on va faire comme avant. Si le castor vient, il faut se poser la question de sa présence. Son influence est significative et son action doit être intégrée aux objectifs. Alors, pour étayer cela, vous avez ici une carte. On a fait tout un travail de photo-interprétation qui nous permet de sortir ces chiffres-ci. Donc, vous voyez les carrés qui sont translucides, dans lesquels il n'y a pas de couleur, ce sont des carrés de présence de castor où il n'y a pas vraiment d'inondation. En fait, il ne fait pas de barrage. S'il a suffisamment d'eau, il ne va pas faire de barrage. Par exemple, sur la Lesse ou sur la Semois, vous ne verrez jamais de barrage alors qu'il est très présent. Donc, il y a quand même 64% des carrés de présence où le castor ne fait pas de barrage. Et pour le reste, on a des barrages. Donc, vous avez différentes surfaces. Donc, il y a 31% des carrés, par exemple, qui ont entre 0 et 40 arts d'ennoiement sur ces kilomètres carrés-là. Tout ça pour vous sortir le chiffre ici que en Wallonie, depuis son retour, le castor a créé 160 hectares de plans d'eau, plus ou moins 2 fois les temps de Virel. Mais qu'aussi, à ces 160 hectares de plans d'eau, on a toutes les ceintures végétales associées qui sont modifiées par la remontée de nappe, etc. Et donc, ça représente plus de 1000 hectares d'habitat qui ont été modifiés en 25 ans. Donc, 1000 hectares d'habitat, vous savez qu'on a 6000 hectares de réserve, plus ou moins. Donc, 1000 hectares, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Et donc, il faut prendre le castor en considération. On n'a pas le choix. Il est là. Et il sera encore là. Donc, on doit le prendre en considération. Deuxième ressenti des gestionnaires, donc le castor a un impact globalement positif pour la biodiversité. Donc toutes les personnes qu'on a interrogées ont cité des choses positives
positive du retour du castor. Alors, pas que positive, mais en tout cas, personne n'a dépeint un tableau noir de A à Z de la présence du castor. Et donc, c'est à nuancer parce qu'il y a quand même des impacts négatifs, il ne faut pas le nier, et que chaque réserve a ses spécificités. Donc, on a essayé de comprendre dans quel cas c'était négatif. Donc, principalement, évidemment, quand on est une espèce rare ou menacée, donc forcément, ça pose problème, mais aussi si la qualité de l'eau de la rivière qui déborde est de mauvaise qualité. Également, si la réserve est de petite taille. Malheureusement pour nous, c'est ça qui fait toute la complexité dans notre pays, c'est que bien souvent, les réserves sont malheureusement petites et que l'eau est souvent de mauvaise qualité. Donc, on n'est pas aidé. On a une population de castors dynamique et on n'a pas un contexte facile pour la cohabitation. Alors, par rapport à ces aspects positifs, négatifs, ce qui est certain, c'est que le castor amène beaucoup de diversification du milieu et beaucoup d'hétérogénéisation. En augmentant, par exemple, la longueur des berges. Vous voyez la photo du dessous, on voit vraiment qu'il y a vraiment une humidification du milieu, une sortie de la rivière de son lit majeur, dans son lit majeur, et va se reconnecter. Ça fait beaucoup plus de longueur de berge et donc ça crée des écotones intéressants pour pas mal d'espèces. Une augmentation du bois mort assez importante, alors on estime 5 arbres morts en plus par hectare, voilà, ça c'est qu'un chiffre, mais surtout plein de micro-habitats supplémentaires avec des habitats imbriqués et aussi la présence des barrages, la présence des huttes qui créent des micro-habitats pour pas mal d'espèces. Alors, il y a plein d'espèces qui en bénéficient, notamment, on a pu mettre en évidence statistiquement, je vais y arriver, qu'il y avait plus de ponts de grenouilles rousses sur les sites à castor, qu'on avait un effet positif pour la bécassine des marais, qu'on avait un effet positif pour le râle d'eau. On a également comparé des sites castor et sans castor pour les communautés d'oiseaux nicheurs. Donc, on trouve plus d'espèces et de territoires d'oiseaux nicheurs sur les sites castor. On trouve plus d'espèces et d'individus d'odonates sur les sites castor. Donc, tout ça, on a pu le mettre en évidence grâce à l'étude. Mais ce qu'on a vraiment travaillé, c'est la modification d'habitat. Alors, je vais vous présenter un chouette graphique ici. Donc, vous avez en gris la situation avant le castor et on a étudié, on a comparé l'avant et l'après. Donc, en vert, c'est ceux qui augmentent. En rouge, c'est ceux qui diminuent. Et en dessous, vous avez des chouettes petits codes UNIS qui ne parlent à personne. Et donc, pour mieux comprendre ça, je vous ai fait un petit dessin. Voilà. Alors, ça paraît très enfantin, mais à mon avis, vous comprendrez mieux. Donc, ça, c'est la situation avant le castor. Donc, vous voyez une réserve type ardennaise avec un cours d'eau, des préabistors d'un côté, des belles prairies oligotrophes de l'autre, une ceinture de mégaphorbiers rivulaires. Et donc, voilà, le castor débarque. Et voilà, il va changer un peu la donne. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a pas mal de changements. Je vais vous les illustrer par ce petit graphique, quand même, ici, où on voit les plus et les moins, donc ce qui augmente et ce qui régresse. Et donc, on voit notamment, ça c'est la première bonne nouvelle, je dirais quand même si elle est bonne que pour nous, c'est que pas mal d'habitats anthropisés vont régresser. Donc, environ 25% des habitats anthropisés vont régresser. Alors, les prairies intensives, les cultures, les forêts anthropisées. Donc, vous voyez, par exemple, sur le petit dessin, on voit qu'on a un petit bout de culture là qui disparaît, on a une pessière. Alors, tout ça, ça va devenir plus intéressant pour la biodiversité. Ça ne va pas devenir plus intéressant pour le propriétaire, mais pour la biodiversité, ça sera mieux. Alors, si on regarde les habitats qui nous intéressent le plus en général dans nos projets, donc les habitats d'intérêt communautaire, tout d'abord, on a les plans d'eau. Les plans d'eau vont augmenter, donc c'est un habitat d'intérêt communautaire. Même les plans d'eau eutrophes sont des habitats d'intérêt communautaire, donc ils vont augmenter. Donc ça, c'est le petit point positif. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est les habitats d'intérêt communautaire type prairies maigres, donc les prairies maigres de Fauche ou les Molignons, ou les boisements d'intérêt communautaire comme les aulnaies rivulaires ou les mégaphorbiers. Donc, ça sont 3 habitats d'intérêt communautaire qui vont en pâtir de la présence du castor, tout simplement parce que le castor va occuper leur ancien emplacement. Alors, ça va être remplacé par quoi? L'image le présente assez bien, mais c'est tout un tas d'autres habitats
qui sont plutôt des habitats qu'on va dire des habitats d'espèces. Donc, ce n'est pas des habitats Natura 2000, mais c'est des habitats qui structurellement peuvent être intéressants pour plein d'espèces. Donc, vous avez par exemple les végétations d'élophytes, donc c'est les roselières, c'est les phalaridés, ce genre de choses. Vous avez les grandes maniocaricées qui se créent aussi. Toute la partie vasière, qui est souvent intéressante pour pas mal d'espèces et qui va faire toute cette transition. On a plus d'aulnées marécageuses aussi qui, elles, ne poussent pas spontanément, mais qui sont une conversion des aulnées rivulaires. Donc, l'habitat naturel, Natura 2000, aulnée rivulaire, qui se transforme en aulnée marécageuse, qui ne l'est pas. Bien que la nuance est quand même assez légère, mais voilà. Et donc, vous voyez un peu le type de modification. Les saulées aussi qui augmentent. Donc, il y a une espèce d'abandon, évidemment. Quand le castor arrive, on ne sait plus gérer. Donc, le saule va en profiter. Donc, même si le castor en mange beaucoup, il va couper, il va dynamiser. Et donc, il y a pas mal de zones de saulées qui vont se développer. OK? Alors, si on regarde de manière un peu plus chiffrée, au niveau des habitats d'espèces, on a 70% d'habitats d'espèces qui augmentent et 30% d'habitats d'intérêt communautaire, principalement des plans d'eau qui augmentent. Et par contre, en diminution, c'est un quart d'habitats anthropiques, un quart d'habitats d'espèces et quand même quasi 50% d'habitats d'intérêt communautaire. Voilà. Alors, est-ce que cette diminution va mettre en danger ces habitats d'intérêt communautaire? C'est là toute la question qui nous occupe. Alors, ça, je vais peut-être passer très rapidement, mais c'est juste pour vous montrer que quand le castor arrive, on a des habitats de niveau trophique, donc des habitats plus riches qui vont apparaître, des habitats plus eutrophes, qui dit eutrophe dit généralement des habitats de moins grand intérêt au niveau de la diversité, en tout cas moins d'espèces rares, et aussi des habitats plus humides. Donc, vous voyez l'avant-après, on a une migration vers des habitats plus humides et plus riches. Alors, est-ce que c'est significativement important pour ces habitats d'intérêt communautaire? Est-ce que la présence du castor actuellement menace certains habitats d'intérêt communautaire? Alors, pour la prairie maigre de Fauche, je vais prendre 3 exemples. Prairie maigre de Fauche, 1,26% de pertes dues au castor. Ça, c'est l'estimation qu'on a. Alors, est-ce que c'est problématique à ce niveau-là? L'habitat n'est pas menacé. Or, c'est quand même toujours un problème d'avoir des habitats d'intérêt communautaire qui diminuent. Je vous montre ici un exemple, parce que ça peut faire réveiller quelques solutions pour certains habitats. On est sur la réserve de la Praie ici. Vous voyez, la réserve de la Praie, c'est essentiellement des prés maigres de Fauche. Suite à cet ornoiement, on a perdu 50 arts de prés maigres de Fauche. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il y a ma carte ici, avant-après, en bleu, c'est ce qu'on a perdu. En gris, c'est tout ce qu'on a restauré en 10 ans, Natagora, donc, dans la Praie, pour remettre en place des prés maigres de Fauche. Donc, pour moi, une des solutions, ça ne marche pas pour tous les habitats, mais pour cet habitat-là, c'est de restaurer en dehors de la zone inondable et de laisser la dynamique se faire à cet endroit-là. Autre exemple, les mégaphorbiers. Alors, les mégaphorbiers, 1,7% de perte due au castor. Donc, pareil, on est dans un ordre de grandeur qui ne va pas menacer l'habitat, même si c'est toujours dommage de perdre des habitats. Un autre exemple, ici vu de haut, vous voyez en rouge, c'est l'emplacement de la mégaphorbier avant que le castor n'arrive. Une fois que le castor est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La mégaphorbier, elle s'est décalée. C'est comme si le castor était venu au centre, avait installé ses habitats, et comme la nappe remonte, eh bien, ces habitats type mégaphorbier rivulaire vont s'écarter. Alors ça, c'est génial quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Si la vallée est très encaissée, c'est pas possible. Surtout si la réserve est trop petite, c'est pas possible. À nouveau, il faut de la place pour la dynamique castor. Dernier exemple, celui du bas marais alcalin. Donc, dans le cas du bas marais alcalin, c'est un habitat qui est extrêmement rare, extrêmement sensible. N'importe quelle petite modification du régime hydrique peut lui être défavorable, d'autant plus si on a des eaux de mauvaise qualité qui débordent. Or, il nous reste 5 à 10 hectares de bas marais alcalin en Wallonie, et c'est un habitat qui a mis des centaines, voire donc 1300 ans, c'est plus ou moins le temps qu'on estime, pour la création de ces bas marais. Donc là, il y a un véritable problème, parce que le castor va vraiment le mettre en danger. Vous avez ici le cas de Hinche, vous avez en bleu la zone de bas marais alcalin. D'accord? Le castor a fait ses barrages ici.
Okay. Par ailleurs, un autre problème, c'est que vous voyez le petit truc vert qui est apparu là dans le coin, c'est une zone de rejet d'eau qui nous vient d'une station d'épuration. Et donc le castor, qu'est-ce qu'il fait? Par ces barrages, il va dévier l'eau relativement chargée, pile dans le bas-marais. Donc ça, c'est assez catastrophique. Donc là, si on veut maintenir le bas-marais, c'est clair, on ne peut pas le laisser faire. Okay. Voilà. Perception numéro 3. Eh bien, le castor est catalyseur de réflexion. Donc on a interviewé plein de gens. Et donc, c'est clair que chaque gestionnaire a son avis et ses avis sont parfois très divergents. Alors, c'est une grande diversité de points de vue. Alors, ça peut être une vraie difficulté, mais en tout cas, c'est une vraie richesse d'avoir autant d'avis différents autour de la table. Et je pense que vraiment, si on veut s'en sortir dans la cohabitation avec le castor, il faut sortir de ces clichés anti-castor, pro-castor, et il faut avancer ensemble dans la construction. Ça pose la question de ce qu'est une réserve naturelle. À quoi ça sert une réserve naturelle? Je vous pose la question à tous. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à protéger les milieux et les espèces les plus rares? Est-ce que ça sert à faire fonctionner des services écosystémiques pour l'homme? Est-ce que c'est pour créer des écosystèmes plus résilients qui fonctionnent bien, peu importe qu'on ait des espèces relativement banales dedans? Ça sert à quoi? Alors idéalement, on aimerait bien que ça fasse les trois. Mais le castor nous pose la vraie question, ça sert à quoi? Parce que tout n'est pas compatible. Ça pose la question de la gestion contre la libre évolution, donc un vieux débat qui n'a pas de fin et qui n'en aura jamais, je pense. Ça pose aussi la question de la réintroduction d'espèces. Le fait que le castor ait été réintroduit illégalement, je ne vous cache pas que ça ne nous facilite vraiment pas la vie au niveau de la cohabitation. Okay. Ça pose la question de l'éthique et du bien-être animal, évidemment aussi. Un petit exemple pour illustrer toute la complexité et tous les enjeux. On a par exemple le cuivré de la Bistorte. Merci au Live Connection d'avoir fourni tout un jeu de données qu'on a pu analyser et faire tourner avec le castor. On n'a pas réussi vraiment à mettre en évidence la relation entre la diminution de population de cuivré de la Bistorte et le castor. Il y en a très certainement une, mais on n'a pas su la mettre en évidence. On a juste su dire qu'il y avait 15% des habitats qui sont menacés. Par contre, ce qui est très facile à mettre en évidence, c'est le fait que le cuivré de la Bistorte est impacté négativement par l'altitude. Et l'altitude, c'est quoi? C'est les modifications climatiques. D'accord? Donc, ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions et donc, il faut savoir, tout le monde le sait, on ne parle que de ça, les changements pour la biodiversité auront lieu dans les années à venir. Alors, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Mais par contre, le castor nous oblige à réfléchir. D'accord? Il nous confronte à des changements rapides. Et donc, vraiment, le fait de travailler sur ces questions, pour moi, est essentiel parce qu'il va nous apprendre à anticiper les changements. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aussi l'intérêt de l'activité du castor ici n'a été étudié que sur des aspects biodiversité. Or, vous verrez dans la littérature, de plus en plus de recherches mettent en avant tous les autres aspects qu'apporte le castor, autres que juste ces services, que les aspects biodiversité. Donc, par exemple, je vous ai juste fait un petit slide sur les services écosystémiques dont on parle beaucoup dans la littérature, que je n'ai pas étudié moi-même. Hein. Mais donc voilà, ce qu'on remarque, c'est que quand le castor arrive, la rivière se réapproprie son lit majeur. Donc, on a souvent essayé de canaliser la rivière, de la faire laisser dans son lit mineur, mais avec le castor, on a vraiment une sortie d'eau qui va se faire de manière importante, comme on le voit sur les photos ici, et que ça participe évidemment à la réhydratation de la plaine alluviale, ça participe aussi à diminuer les pics de crue, et donc aussi, ça participe à limiter les sécheresses, ça participe à l'amélioration de la qualité des eaux, au stockage du carbone. Et ces effets sont d'autant plus marqués que le cours d'eau est relié latéralement. Donc, au plus on laissera d'espace à nouveau, au plus ces services fonctionneront bien. Et pour ça, il faut pouvoir lui laisser de la place, ce qui est vraiment pas évident dans nos contrées. On a ici des Finlandais, je crois, qui se sont amusés à étudier les services écosystémiques au niveau budgétaire, je vais dire, au niveau financier. Et donc, ils ont estimé que pour tout l'hémisphère nord et par an, on avait 332,6 millions de dollars qui pouvaient être reliés à l'activité du castor. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est pas pris à la légère au point que ici, vous avez le rapport du GIEC 2022. Le rapport du GIEC 2022 cite le castor comme un
des facteurs à prendre en considération pour les modifications climatiques. Okay. Donc, on est bien d'accord que le castor a une importance et que la cohabitation est importante. Seulement, la vraie question maintenant, elle est qu'est-ce qu'on fait? Et ça, il faut bien se dire que les gestionnaires sont vraiment en attente de soutien. Ils se posent beaucoup de questions. Et donc, on a besoin de se former, on a besoin de s'entraider et d'avancer sur ces questions. Donc, ils ont besoin de support pour alimenter leur réflexion. Ils ont besoin d'un cadre aussi par rapport à tout ça. Et ils ont besoin de monter en compétences pour apprendre à cohabiter. Actuellement, il y a peu de choses qui ont été testées avec le castor. Souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le barrage. Okay. Alors, ce qu'on a remarqué aussi dans l'étude, parce qu'on a quand même trouvé plein de barrages détruits, c'est que si on enlève un barrage, on ne va pas retourner à la situation d'avant. Parce que le barrage a amené des sédiments, le barrage a enrichi le sol, et donc si on l'enlève, l'enrichissement reste. Par contre, l'humidité diminue, et elle diminue d'autant plus que le castor a creusé des chenaux. Donc là, la photo que vous voyez ici, dans la réserve de l'Oberhamel, eh bien, vous aviez avant une belle mégaphorbier, le castor a fait un plan d'eau, okay, avec toutes les ceintures rivulaires et tout. Il y a quelqu'un qui est venu casser le barrage, et ben depuis ce qu'on a, là, ce n'est pas une mégaphorbier à nouveau, c'est un champ d'ortie ingérable. Okay. Alors, les solutions qu'on envisage suite à toute cette étude, premièrement, c'est d'anticiper. Donc, comme on ne sait pas vraiment revenir en arrière, il faut vraiment cibler les habitats qu'on veut vraiment protéger de la dent du castor, si je peux dire, et se dire, là, ça, on va tout faire pour rendre le site difficile à construire pour le castor. On va anticiper, on va regarder, on va faire attention à ce qu'ils ne construisent pas. Il faut agir au cas par cas, réfléchir au cas par cas. Alors, on a développé un petit outil qui peut être utile aussi, c'est l'outil LifeWatch. C'est-à-dire qu'avec le laboratoire LifeWatch, on peut maintenant placer des barrages fictifs. On dit, là, on est à un bon endroit où il va certainement construire un barrage tôt ou tard. On le place. Par exemple, ici, s'il le fait, il fait un plan d'eau de 3 hectares. Donc, ça permet aussi d'anticiper et de se dire, tiens, je dois construire un pont. On en parlait avec Elisabeth ce matin, je dois construire un pont. Où est-ce que je vais le faire? Où est-ce qu'il y a le moins de risque que ça se fasse noyer? Il faut agir à l'échelle du paysage. On l'a vu, il faut de la place pour le castor. Alors, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup de travail, évidemment. Mais agrandir les réserves naturelles, c'est évidemment très certainement une solution. Laisser plus d'espace pour les dynamiques. Restaurer aussi les habitats hors des zones potentiellement impactées. Donc là, l'outil LifeWatch peut aider et la cartographie aussi. Améliorer la qualité des eaux. Alors, on n'a pas forcément prise là-dessus, mais du lobbying, je pense qu'on doit vraiment en faire, et c'est ce qui se fait notamment dans le cas de Hinche. Mettre en place des mesures préventives de dissuasion pour que le site soit pas trop attractif au castor si jamais on décide qu'il n'a pas trop sa place là. Et mettre en place des mesures de cohabitation si on souhaite vivre avec lui sur le site. Surtout aussi accompagner les agriculteurs, parce que l'agriculteur est un peu dans une impasse quand il se retrouve face au castor. Ça fait du travail. Et donc, pour tout ça, je pense qu'il y a vraiment besoin maintenant de former un réseau, d'améliorer le fonctionnement collaboratif, donc nous, Natagora, avec tous les autres acteurs du territoire, mais aussi entre nous. Je pense qu'il y a vraiment besoin de ne pas tomber bêtement dans un débat dogmatique et stérile, qu'on doit apprendre à travailler ensemble. J'entends trop souvent, oui, mais lui, c'est un pro-castor, oui, mais lui, c'est un anti-castor. Il faut sortir de ça. Et qu'on doit monter en compétence, on doit tester les choses, on doit faire des choses. Et donc, pour ça, j'ai prévu de vous embaucher tous dans le GT Castor. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour nous aider. Pour l'instant, en gros, c'est 3 bénévoles actifs. GT Castor, c'est vraiment pas super fort. Donc, c'est important d'essayer de redynamiser tout ça. Ça sera mon travail cette année. Je vous mets un lien ici qui vous permet de vous inscrire si ça vous intéresse, mais aussi simplement si vous souhaitez qu'on fasse une conférence chez vous pour vos volontaires ou que sais-je. Si vous voulez une formation à la cohabitation, donc le GT Castor met sur place, là on va faire une première ici en Gaume prochainement sur les techniques de cohabitation, comment appréhender un site à castor, qu'est-ce qu'on peut faire, comment rendre le site pas trop attractif, ce genre de choses. Vous pouvez aussi nous demander de l'aide sur un cas précis, vous dire, moi j'ai juste ce cas-là, il y a un problème, j'aimerais bien avoir l'expertise du GT.
Ou alors, petite pub, lancer des activités de sensibilisation, petite pub pour ce que la Semois, donc la régionale Ardennes Centrale, pardon, organise ici une semaine sur le castor avec des conférences, des visites de terrain, etc. Voilà, donc je vous enverrai le lien et je vous remercie. Et en conclusion, je dirais simplement qu'on a là un animal incroyable qui nous pose plein de questions, qui nous pose des vrais défis. Et donc voilà, faisons de la cohabitation avec le castor un exemple pour le développement futur de la conservation de la nature en Wallonie. Je vous remercie.